pour un intellectuel disons, s'efforce de ne pas être médiatique, de ne pas être dans ses réseaux, c'est toujours rassurant de voir qu'on tient bon la route. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être là. Et c'est toujours c'est le plus compliqué, ce genre d'exercice. Conférence, déjà, c'est pas un mot terrible, mais parce que si on doit, disons, faire quelque chose de très serré, très pointu, je sais pas, par exemple, je sais pas, dans le train, ça m'est venu à l'idée, si je devais vous faire une conférence sur un tableau, Courant d'air sur un pommier du Japon, de Marcel Duchamp. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est très précis. Parce que pourquoi Marcel Duchamp, jeune homme, a voulu peindre un courant d'air, pourquoi, etc. Et hop, on peut, de fil en aiguille, par un système de ricochet, dire des tas de choses, et puis disons, ce serait à ce moment-là dans un cadre très de spécialiste, plutôt, d'histoire de l'art, etc. Donc finalement, tout est relativement facile, il n'y a qu'à travailler. Tandis que dans un cas de figure comme aujourd'hui, où je m'adresse par définition à des personnes que je ne connais pas, et ça c'est très bien, qui sont ici ou là dans leur vie, voilà, et sur un sujet très très général, lié à l'exposition Tenir debout, à laquelle j'ai un tout petit peu participé par le biais du catalogue, mais parler d'art en général d'une certaine façon, donc c'est assez un petit peu vertigineux un moment, puis après il faut bien se jeter à l'eau. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire, et en essayant quand même de centrer les choses autour de ce qu'on pourrait appeler la relation esthétique. Hein. Et lorsqu'il était, d'ailleurs je ne sais pas comment elle est annoncée, la conférence, ben elle n'a pas de titre. Ah si, j'avais fourni 2 titres. L'un, c'était la relation esthétique, et puis j'avais proposé un titre un peu plus rigolo, celui-là, À quoi tient l'art et pourquoi y tenons-nous, hein. Voilà, mais c'est de ça que je vais vous parler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, la relation esthétique? Ça veut dire que l'art, peut-être que pour l'envisager, le considérer, au lieu de se lancer tout de suite, immédiatement, dans un grand questionnement philosophique, qu'est-ce que l'art et ceci, au lieu de rester, disons, au niveau de l'essence, de le considérer tout de suite dans l'expérience qu'on en fait, c'est-à-dire dans la relation qui s'établit entre quelque chose qu'en règle générale on appelle une œuvre, quelle que soit la forme de cette œuvre, que ce soit une œuvre physique qui est dans l'espace, à 2 ou 3 dimensions, que ce soit une œuvre musicale qui s'inscrit dans la durée, une pièce théâtrale, toutes ces choses-là ont une existence physique devant laquelle des individus sont convoqués d'une certaine manière. Eh bien, la relation esthétique, c'est ce qui lie cette œuvre, une œuvre, X, à toujours une personne X, car même un public clairsemé ou réuni, c'est toujours, on dit un public, mais c'est toujours X individus. Et la relation, elle est toujours, et ça j'y insiste, elle est toujours de l'individu à l'œuvre. Et l'œuvre elle-même étant, au fond, quelque chose qu'on peut assortir ou faire ressortir au régime de l'individu, puisque une œuvre d'art, c'est quelque chose qui a cherché à exister comme un être distinct, un être identifiable et identifié, qui a une existence physique propre, une singularité. Et donc, rencontre entre deux singularités. Celle d'une œuvre, quelque chose de formé par un individu qui souvent n'est plus là, ou qui est rarement là au moment de la performance de l'œuvre, disons, et puis un autre individu pris dans la masse des milliards d'individus qui tombe sur cette œuvre, la rencontre. Alors, les rencontres sont infiniment nombreuses. Il y a des types de rencontres, des rencontres qui sont préparées, par exemple, si on appartient à un milieu très cultivé ou si on appartient à un milieu de spécialistes ou pas. Mais disons que quand même, il y a toujours, et ça c'est très important, il y a toujours la porte qui est ouverte sur le hasard. Hein. La présentation d'une œuvre, l'existence d'une œuvre, elle doit toujours, possiblement, du moins, c'est le principe, ménager la possibilité que n'importe qui tombe sur elle. C'est-à-dire que, évidemment, quand on regarde la façon dont se passent les choses, disons, un jeune artiste aujourd'hui qui réalise un film vidéo, par exemple,
il va se démener pour le montrer, puis ce film vidéo va être vu par quelques centaines de personnes tout au plus, évidemment, mais en même temps, ces quelques centaines de personnes tout au plus, c'est un tout petit morceau de l'humanité tout entière. Et l'art, il s'adresse quand même toujours, je dirais, à quiconque. Hein? Alors, la rencontre, on peut la décrire comme d'une façon assez absolue, un individu singulier, une œuvre singulière. Il est bien évident que ces singularités, celles de l'œuvre comme celles de l'individu, s'insèrent dans des ensembles, que l'individu en question, il appartient à une certaine société, il est positionné dans cette certaine société par sa classe, par son appartenance familiale, par l'apprentissage qu'il a eu, etc., etc. De même, donc il y a, on peut dire, si on veut, un climat de ce qu'on appelle depuis l'esthétique moderne allemande la réception. Il y a un climat de réception de l'œuvre, puis il y a un climat de production de l'œuvre. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les écarts temporels peuvent être extrêmes. Hein. Il peut y avoir un rapport entre un individu d'aujourd'hui, un jeune homme d'aujourd'hui, une jeune fille d'aujourd'hui, et une œuvre qui a été produite il y a 2000 ans, avec des critères de production des œuvres dont on n'a plus forcément idée, et où il y a 160 ans, où il y a 300 ans, etc., etc. Et donc, c'est extraordinaire de considérer la complexité de cette pelote de rapports possibles entre des individus et des œuvres, puisque des individus de toute provenance peuvent être confrontés à des œuvres de toute provenance, non seulement spatiale, mais temporelle. Donc ça fait quelque chose qui est une masse extraordinaire de rencontres possibles. Hein, une masse extraordinaire de rencontres possibles. Donc ces individus-là appartiennent à quoi appartient-on? On le sait pas vraiment. On n'a pas, heureusement, on n'est pas encore comme ça fiché qu'on appartient. Enfin, il y en a qui voudraient le faire. Vous savez bien qu'on appartient à telle communauté, et puis pas à quelque chose d'autre, et ainsi de suite, etc. Disons qu'il y a un flottement, et que c'est à l'intérieur de toute une série de déterminismes, la langue, la nation, en effet, le cadre religieux, les coutumes, etc. Se produit ce qu'on appelle, et celui qui va me succéder ici, Stigler, est très attaché à cette notion-là, il y a ce qu'on appelle un processus d'individuation, c'est-à-dire au sein de tous ces déterminants, on arrive quand même par devenir soi-même. Et ce n'est pas un processus qui s'achève, ce n'est pas un résultat on n'est jamais un résultat, on est toujours un processus en cours. On finira bien peut-être on finit uniquement par mourir, là c'est fini, mais disons que l'individuation, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se fait d'ailleurs uniquement par le contact avec les autres, etc. C'est quelque chose qui est toujours en cours. Mais finalement, avec tous ces déterminismes, avec tous ces déterminants, avec tous ces opérateurs, eh bien, quelqu'un finit par exister. Et c'est exactement pareil de l'autre côté, du côté des œuvres, disons. Les œuvres, par exemple, une statuette de telle époque produite en Grèce ancienne, eh bien, évidemment que, et c'est le rôle de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art, de la restituer à l'ensemble culturel dans lequel elle a été produite, à quelle finalité elle répondait, etc. Mais en même temps, au moment où cet individu X la rencontre dans le musée Z, eh bien, il n'est pas forcé de connaître toute cette histoire. Et de toute façon, il y a même, indépendamment de toute culture, je dirais, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un contact, une réaction. Donc, étant donné une œuvre X, disons cette statuette grecque archaïque, ou une œuvre d'art contemporain, ou une production musicale d'Extrême-Orient, je ne sais pas, étant donné une œuvre, il y aura une infinité de réactions, même au sein, disons, d'une communauté relativement homogène, relativement formée. Par exemple, si maintenant je sortais de sous la table cette statuette, aucun d'entre vous n'aurait la même réaction par rapport à elle. Hein. Et donc, un musée, au fond, qui souvent sont dépeints comme des endroits morts ou des endroits, etc. Moi, j'ai toujours été très hostile à cette façon de dépeindre les musées. Je les aime absolument tous.
Peut-être il y en a quelques-uns qui sont un peu sinistres en effet, mais dans l'ensemble, je les aime, même quand il ne se passe rien pour moi, c'est parce que à un moment donné, dès que j'ai franchi la porte, disons, ça peut être dans une petite ville de un petit musée dans une petite ville de province, un énorme musée dans une grande capitale étrangère, eh bien, je m'attends toujours à ce que quelque chose m'arrive, me venant d'une œuvre. Alors évidemment, si c'est un endroit que je connais, je m'attends à ce que cela revienne, à ce que ce qui s'est produit dans l'endroit que j'ai connu, je le retrouve. Et très souvent, ça ne fonctionne absolument pas, d'ailleurs. Ça ne fonctionne absolument pas. L'autre jour, j'étais à Bruxelles, j'étais content parce que ça a marché. J'allais à Bruxelles, au musée des Beaux-Arts, au Royal des Beaux-Arts, pour revoir ma copine, si je puis dire, qui est s'appelle La Vierge à la soupe au lait, un tableau de Gérard David que je trouve extraordinaire. C'est un petit tableau magnifique de ces temps-là, c'est vers 1500, enfin la Renaissance flamande hollandaise. Et dans ce tableau, donc, elle est en train de préparer une soupe au lait, et il y a et Jésus qui brandit une cuillère, a enfin l'air d'un bébé, a enfin l'air d'un petit gars, quoi, au lieu d'avoir toujours cet air déjà évanoui qu'il a souvent. Et puis aussi, il y a une extraordinaire douceur brumeuse comme ça dans le tableau, et puis est ménagée au fond une petite fenêtre qui donne sur un paysage comme il savait faire à cette époque-là, mais disons où tout ce qu'on peut attendre d'un lointain ouvert, d'un lointain intérieur au tableau, mais qui s'en va quand même dans un dehors, qui fait une fuite comme ça sur le dehors, et bien tout ce qu'on peut attendre de ce rapport-là à l'intérieur d'une peinture, il est aménagé, ménagé de façon absolument magique dans ce petit tableau. Et j'étais très content de le retrouver. Mais des fois, on va retrouver quelqu'un ou quelque chose, et ça ne marche pas du tout. Et ce que je vous dis là, c'est une occurrence, mais donc des occurrences, il y en a des milliers, des millions, autant qu'il y a d'œuvres et autant qu'il y a d'individus. La plupart du temps, on peut dire que dans un musée, les choses restent amorphes, et spécialement dans les grands musées, par exemple, on traverse ça, et puis il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe pas forcément grand-chose, et puis d'un seul coup, alors je ne vais pas m'intéresser à quand il ne se passe rien, mais qu'est-ce qui se passe quand il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est alerté ou il sent que quelque chose dans le tableau, dans la sculpture, je vais en rester plutôt aux arts plastiques pour mon discours, mais évidemment, on peut transposer ça sur d'autres types d'œuvres. Mais bon, ça vaut mieux rester là, dans ce cadre, pour la qualité, pour maintenir une certaine qualité descriptive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose, dans un tableau, dans une sculpture, dans un environnement, retient celui qui passe, celui qui tombe dessus, encore une fois, quel que soit son niveau de culture. Et bien souvent, on se rend compte d'ailleurs que d'être très très cultivé ou de connaître à fond une période, etc., c'est pas forcément un avantage. Ça peut même être un handicap pour avoir ce type d'étincelle un peu magique avec l'œuvre. Donc, un courant passe comme ça. C'est très difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas de loi objective. Il n'y a pas de loi objective. Alors il y a des phénomènes qui sont adjacents, des phénomènes de reconnaissance du chef-d'œuvre. C'est toujours fascinant. Au Louvre, par exemple, j'y suis allé l'autre jour, j'ai traversé un pas de course pour aller juste voir une toute petite exposition qui était au fin fond sur le spectral, avec une petite exposition de rien. Puis en passant, j'ai jeté un coup d'œil quand même. Et toujours, c'est frappant de voir qu'il y a un amoncellement de personnes, au moins un groupe aussi important que le vôtre, devant la Joconde, et puis que des tableaux qui sont picturalement beaucoup plus intéressants, qui sont juste à côté, à quelques mètres, personne ne les regarde. C'était à tous les coups pareil. Donc là, on peut dire que le rapport de la personne X, qui peut venir du Japon, de New York, de n'importe où, à la Joconde, c'est pas un rapport intéressant, c'est un rapport de « ah tiens, c'est elle ». Donc là, on est dans quelque chose qui serait intéressant à analyser, d'ailleurs en termes de médias, comme si quelque chose de la médiatisation était largement antérieure à ce qu'on appelle les médias aujourd'hui, enfin, etc., etc. Il y aurait une histoire à raconter là, mais moi, elle ne me passionne pas énormément, en tout cas pas devant vous aujourd'hui. Mais c'est très frappant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport, un peu toujours de hasard, le rapport de flânerie, au fond,
qui doit être le bon rapport, à mon avis, dans le musée, et puis, tac, il y a une étincelle qui se produit, un allumage, on peut dire exactement, entre telle œuvre et telle personne. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Puisqu'il n'y a pas, je vous dis, de loi objective, ce n'est pas automatique qu'une œuvre fonctionne pour tous, jamais, ça ne se voit. Et ce n'est pas non plus automatique que telle personne qui s'attend justement à ce que quelque chose se passe, et puis il ne se passe rien. Donc en tout cas, regardons quand ça se passe, et ce qui se passe là, donc ce courant, comment on va l'appeler? Ben moi, je pense qu'on peut l'appeler très sommairement, très simplement, le sens. Ce qu'on appelle le sens. Hein. Ce n'est pas le sens des mots au sens de la communication, c'est quelque chose a un sens. Ça ne veut pas dire qu'on comprend. Avoir un sens, ça ne veut pas dire produire une signification bien claire. Hein. 2 et 2, 4. Le sens, ce n'est pas 2 et 2, 4, c'est qu'est-ce que 2 veut dire, déjà. S'interroger sur le sens, ça ne va pas être faire l'addition, ça va être, avant de faire quelque addition que ce soit, réfléchir sur ce que 2 veut dire. Et sur 2, sur ce que veut dire 2, on peut, par exemple, si on était en cours de philosophie, on pourrait passer pratiquement un trimestre pour comprendre ce que 2 veut dire. Déjà par rapport à 1. C'est déjà le plus grand pas qu'on puisse faire de 1 à 2. Puis il y a toutes des mythologies qui se sont construites là-dessus, etc. Donc le sens, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il se trouve que dans cette énorme mécanique incroyable du sens, il y a des choses, des œuvres, par exemple, qui s'interposent et qui justement fonctionnent comme des petits relais. Hop, elles s'interposent là et elles produisent ou reproduisent peut-être d'ailleurs du sens et elles l'adressent à quelqu'un qui passe. Donc, quelque chose est venu entre telle œuvre et tel individu. Et puis, la chose qui est advenue là, elle va pas se... Vous m'entendez bien au fond? Oui, oui. Non, c'est parce que je vois que je parle pas dans le micro, mais c'est mieux, non? Et cette chose, elle va pas forcément se produire entre entre la même œuvre et tel autre individu. Alors, pour rendre compte de cela, en général, le sens commun, on dit bah, c'est le goût. Moi, c'est mon goût, puis lui, c'est pas son goût. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? Ben, on dit rien. On dit rien. Hein. C'est une explication qui est trop courte. On n'avance pas. On n'avance pas une fois qu'on a dit ça. D'ailleurs, en plus, vous le savez, même dans le sens commun, nul ne s'y tient. Chacun, au fond, très très vite, prononce des jugements. D'ailleurs, spécialement les gens qui n'y connaissent rien, c'est les premiers qui vont dire « Ah, ça, c'est pas de l'art hein ». Au théâtre, d'ailleurs, c'est très fréquent aussi. « Ah, mais ça, c'est pas du théâtre hein ». Alors que, par exemple, un artiste qui, depuis 25 ans, se casse la tête pour essayer de produire quelque chose de nouveau, ce qui est quand même un peu la base du travail artistique, eh bien, il va être récusé comme ça. C'est pas de l'art, on va lui dire. Quelqu'un qui, donc, dont l'art n'est pas le souci, va s'ériger en juge comme ça. Donc déjà, il y a cette outrecuidance du jugement qui vient se greffer sur le caprice, parce que le goût, c'est le caprice, etc. Ça ne veut pas dire que le goût soit pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du goût et des goûts et du dégoût, si on peut dire. Mais le sens n'est pas une affaire de goût. Hein. Le sens est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour essayer d'approcher ça, je vais prendre un exemple et donc creuser la relation, la fameuse relation esthétique dont je vous parlais au début. Ça sonne un peu creux, un peu bizarre. Relation esthétique, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein, mais qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre? On va essayer de le voir. Et pour vous en parler, hein, j'aurais pu évidemment multiplier des exemples visuels, mais ça m'intéressait plus devant vous, comme ça, pour cette fois de faire un acte de parole pure en racontant. Donc je vais vous raconter une histoire d'un contact entre quelque chose et quelqu'un, mais ce contact ne se passe pas, ne se produit pas au niveau de ce qu'on appelle justement la réception de l'œuvre. Il se passe au contraire au moment de la production de l'œuvre et même en amont de la production de l'œuvre, dans un espace qui est celui de l'errance, de la flânerie, préparatoire à l'œuvre. Hein. Donc on est au niveau de la conception quand l'œuvre est en cours, en projet. Cette histoire, bien sûr, je vais vous la situer très clairement. Donc on est dans les années 20 du XXe siècle, c'est-à-dire dans un âge particulier quand même, qui est l'âge des avant-gardes. Et l'âge, on pourrait dire, des avant-gardes heureuses, l'âge du bonheur des avant-gardes. Elles ont un grand bonheur, c'est qu'elles ne sont pas reconnues par la bourgeoisie. Ça facilitait pas forcément la vie de tous les jours, mais ça rendait l'esprit extrêmement libre. Et puis,
L'autre grand bonheur, c'était aussi qu'en se vivant ces petites minorités de jeunes gens, au fond, très agissantes, comme ça, très actives, très enthousiastes, comme ça, les uns en Hollande, les autres en Allemagne, d'autres à Paris, d'autres pendant une période qui n'a pas duré si longtemps que ça, mais qui a été fondamentale en Russie, etc., avec des contacts épisodiques, les uns avec les autres, etc. Une époque vraiment on peut dire qu'il y a quelque chose d'un matin. Alors bon, pas de raison d'en avoir la nostalgie, toute époque est passionnante, et même une époque qu'on pourrait vivre comme une époque de soir, de crépuscule, elle très passionnante aussi. Je ne prétends pas caractériser l'époque que l'on vit maintenant, d'ailleurs, d'aucune de ces manières, mais en tout cas pour ces années 20-là, dans un moment historique très étrange quand même, puisqu'on est entre les deux plus grandes catastrophes humaines de l'histoire, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a une espèce d'extraordinaire, comme ça, répit, pas long, 1839, c'est 21 ans, c'est rien quand on y pense, mais dans ces 21 ans-là, l'art moderne s'accomplit, on peut dire, etc. Et il s'accomplit dans cette atmosphère extraordinaire de bonheur, on peut dire, sauf évidemment en Russie où il tombe sous la répression des staliniens, et puis en Allemagne où en 1933 il est viré, etc. Mais disons, les années 20 justement, c'est le moment d'une extraordinaire effusion, magnifique. Et dans ce moment-là, donc, c'est là que se situe l'histoire que je veux vous raconter. On est sur une plage, en Europe du Nord, au bord de la mer. Est-ce en Hollande, est-ce en Allemagne du Nord, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être que là, vu celui qui raconte cette histoire qui lui est arrivée. Et cet homme qui raconte cette histoire, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration, sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Kurt Schwitters. Kurt Schwitters, donc c'est qui? C'est un des grands, parmi les grands. Mais quand je dis ça, je sens que ça a une manière de raconter qui n'est pas bonne. Parce que cet homme qui est grand parmi les grands, il n'avait pas le sou, il était... voilà, c'est pas un grand artiste, c'est pas quelqu'un qui se... Je crois que, voilà, comme il y a des écrivains, ils naissent grands écrivains. Chateaubriand, à 15 ans, il pensait déjà qu'il était grand écrivain. Schwitters, à sa mort, il n'était absolument pas sûr d'avoir été un grand artiste. Il a une autre forme de vie, etc. Mais pour nous, en tout cas, il est devenu, enfin, si on devait faire une liste comme ça de ceux qui ont posé les fondements de l'art moderne, il serait dedans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Avec la vie qu'il a eue, etc. Donc, il fait partie des grands artistes pour nous, qui ont donné corps, donné forme à l'élargissement des formes et, disons, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, qui donc ont établi, posé, fondé une émancipation du sens. Il y a eu plus de sens. Pas qu'avant, parce que du sens, il y en a toujours eu, mais il y a eu, oui, peut-être plus de liberté pour le sens grâce à eux. Même si ce n'est pas aperçu tout de suite, c'est comme ça que ça s'est produit. Et lui, parmi tous ces artistes-là, il est celui qui, au sein de cette émancipation du sens, a surtout travaillé avec un moyen particulier, merci pour le verbe, qui est le collage, comme vous le savez peut-être. Donc le collage, ce n'est pas Schwitters qui l'a inventé, c'est un moyen qui a été, sous la forme des papiers collés, d'abord découvert, on peut dire, par Braque, en 1912, puis ça fait une déferlante. Ce qui est assez marrant, c'est que, ça c'est drôle quand même, et ça montre bien à quel point l'histoire des âges, je dis bien dans l'art, est pas du tout une chose de hasard, c'est que la date du premier collage, le célèbre récit de Braque passant devant une boutique à Avignon et voyant un papier peint, ces papiers peints qui imitaient le bois, vous savez, il achète le rouleau et puis hop, c'est pile la même date que celle à laquelle Kandinsky, à Munich, dans un coin, voyant un tableau de lui à l'envers, le trouve beaucoup plus beau qu'à l'endroit et s'écrit « Tout est permis ». Alles ist erlaubt, le cri primal de l'art abstrait. Et puis en même temps, d'ailleurs, c'est à peu près la même date où on arrive aux premières compositions abstraites sans aucune communication en Russie. Donc c'est formidable comme année 1912. Donc voilà. Mais donc Schwitters, il arrive après, il est un tout petit peu, il n'est pas tellement plus jeune qu'eux, mais il a mis un peu plus longtemps à s'individuer justement. Il a un peu traîné. Voilà. Et il arrive, en tout cas, il va se mettre à utiliser le collage, et de tous les artistes modernes, il va être le seul qui en fasse un usage quasi exclusif. De temps en temps, il se reposait en faisant un paysage à l'ancienne, mais son activité principale, c'est le collage.
Hein, voilà. Et il a été si loin dans cela qu'il a été jusqu'à transformer sa propre maison, son propre maison atelier, en un gigantesque collage. Mais ce serait une longue histoire et une histoire tout à fait différente de celle que je veux vous raconter là. Donc je reviens sur cette plage, sur ce bord de mer où il est en 1920. Il y est venu pourquoi? Pour se balader, pour respirer du bon air comme quiconque, mais en même temps dans l'idée de ramasser, c'est même pas dans l'idée, où qu'il alla, il se promenait, d'ailleurs c'est connu, il se baladait toujours avec une valise. Même c'est assez marrant parce qu'il avait, pour l'anecdote quand même, c'est une jolie anecdote, au tout début il n'avait pas le sou, et il se promenait toujours avec une valise pleine de faux cols, parce qu'il n'avait pas vraiment de chemise, donc il changeait que les cols, et puis un réchaud et des pommes de terre. Ça c'était une valise. Puis l'autre valise elle était vide et il la remplissait au passage. Il la remplissait au fur et à mesure qu'il était en voyage de tout ce qu'il ramassait dans les rues qui allait pouvoir lui servir pour ses collages. Des choses, comme vous le savez, les plus humbles, des bouts de papier à cigarettes, des tickets, des choses comme ça, avec lesquelles il a fait ses compositions qui ont une qualité, une résonance avec extraordinaire. Aujourd'hui, on est tous frappés quand on voit ça. Enfin, il y a une qualité mozartienne, je dirais, dans l'exactitude mélodique presque de ces collages qui, à un moment, quand ils sont apparus, n'étaient pas forcément compris comme ça. Donc, en tout cas, son activité principale comme artiste, c'était de collecter. Il collectait. Donc, il va au bord de la mer, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte aussi ce qu'on peut trouver au bord de la mer. Il n'est pas seul, il est avec un ami, parce qu'il avait très solitaire, il est un homme très intéressant aussi en ce sens que très solitaire, il vivait dans une ville d'Allemagne qui n'était pas un grand foyer artistique, ni Hanovre. Mais de Hanovre, il avait des liens avec des artistes de l'avant-garde russe, des artistes de l'avant-garde hollandaise et des dadaïstes même allemands. Et bon, allemands ou français, on ne peut pas déterminer. Parmi ces artistes-là, il y avait Hans Arp, né à Strasbourg, dans le Strasbourg prussien, et puis qui est devenu Jean Arp plus tard. Mais en tout cas, Arp était un de ses grands copains. Ses grands copains, c'était Arp, Lissitzky et Théophane Deutsbourg. Donc, un homme qui avait sans doute un des plus actifs comme ça dans cette fameuse avant-garde pour créer des passerelles, des liens, etc., avec des actes qui restaient très solitaires, des petites expositions, des petites revues, mais aujourd'hui, rétrospectivement, on sait bien que c'était là la fabrique de la modernité. En tout cas, voilà ce qu'il raconte. Je vous lis le texte. C'est dans une lettre, il raconte ça à l'un des premiers historiens qui ait travaillé sur lui, peu avant la mort, peu avant sa mort à Schwitters, voilà. Et il raconte ça à cet historien d'art qui s'appelle John Elderfield. Un jour, j'étais allé avec Arp au bord de la mer chercher des matériaux Merz, parce que Merz, c'est le nom qu'il a donné à tout ce qu'il fabriquait, sa maison s'appelait le Merzbau et ainsi de suite. Arp était intéressé et me donnait aussi des morceaux de bois ou des pierres. En général, je ne pouvais pas les utiliser. Mais je le voyais, lui, dans ces morceaux. Il essayait et il essayait, mais ce n'est que très rarement qu'il trouvait un morceau correspondant à mon type de sentiment. Et un artiste comme elle, c'est Lissitzky ou Deuze, Théophane Deutsbourg, donc ses grands amis, un artiste comme Lissitzky ou Deutsbourg ne l'aurait pas pu non plus. Donc voilà ce que raconte Schwitters. Donc c'est exactement au fond la même chose que ce que je vous disais à propos de la relation entre deux singularités. Donc entre un objet trouvé, ou une œuvre formée, peu importe, et quelqu'un, ce qui s'allume, c'est une possibilité qui s'allume pour l'un et pas pour l'autre. Pour caractériser ce phénomène, parce que c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui a beaucoup écrit aussi, Schwitters, il a utilisé un mot allemand que je vais vous dire, et puis je vais vous l'expliquer, ce mot caractérisant ce phénomène d'une singularité lié au fragment, à l'objet, au petit morceau de réel. Il a dit que ce morceau de réel était doté d'un Eigengift. Ça veut dire, Eigen, ça veut dire en allemand le propre, ce qui m'appartient en propre, le propre, au sens où on l'utilise nous, et Gift, ça veut dire le poison, le venin. Donc, le venin que chaque fragment de réalité aurait en propre. Et venin devant être entendu au sens non pas de quelque chose de méchant, etc., plutôt au sens où les Grecs disaient pour pharmakon, d'où vient notre pharmacie, où c'est à la fois le venin, comme vous savez,
c'est comme ça que ça marche aussi. C'est à la fois le venin et à la fois le remède. Hein, c'est les deux. Et donc c'est ça, mais si vous voulez, donc que, en tout cas, il y aurait dans chaque fragment de réalité une attaque, un mordant, qui serait propre à ce fragment, bout de matière, bout de rejeté de la réalité. Et comme tel, ce fragment n'attaquerait pas tout le monde, mais tel ou tel. Harpe et pas Schwitters, Schwitters et pas Harpe, vous et pas moi, moi et pas vous, etc., etc. Eh bien, on voit très bien là, concrètement, si vous voulez, et dans le site même de la création artistique, au fond, ou de ce qui est en amont d'elle, on voit très bien comment tout fonctionne par des tissages, qui sont des tissages entre singularités. Alors vous me direz, mais on n'est pas là vraiment dans l'art, mais si, on est déjà en lui, dans son intention, hein, dans ce moment donc où l'artiste pense déjà à quelque chose, collecte, choisit ses matériaux, les composantes de l'œuvre à venir. Ce serait très intéressant d'ailleurs d'étudier, enfin j'ai un peu essayé de le faire autrefois, de regarder comment ça marche dans le cas d'un artiste comme Schwitters, à quoi il pense vraiment quand il ramasse quelque chose, qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qu'il peut prévoir en trouvant un bout de ticket ou un bout d'étiquette. Hein, et ainsi de suite, il faudrait, mais là ce serait une étude monographique sur un processus de création. Ce n'est pas non plus le sujet du jour. En tout cas, ce qui est intéressant, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand on regarde ça, que l'artiste qui collecte, l'artiste qui ramasse, c'est qu'au fond, on est là au contact d'une des formes les plus primitives de la relation esthétique que les hommes ont eue. Parce que, justement, l'homme, peut-être avant d'être artiste, il a déjà été collectionneur. Mais qu'est-ce qu'il collectionnait? Il ne pouvait pas collectionner des œuvres d'art, il collectionnait des objets prélevés dans la réalité qui lui semblaient, comme nous on dit, beaux. Hein, la beauté n'existait sans doute pas comme concept dans ces temps reculés, mais on ne voit pas d'autre raison au recueil ou à la collection, à la recollection de ces objets-là. C'est en archéologie ce qu'on appelle des curios, C-U-R-I-O-S, des curios. Et les curios, ce sont quoi? Des cailloux, des coquillages, souvent des cailloux qui ont une forme singulière, souvent une forme très régulière, rythmique, avec des rayures, ou au contraire un parfait cercle, enfin, etc. Et ces cailloux, on les a retrouvés, et ces coquillages, et des choses comme ça, plus tout ce qui a peut-être été collecté, mais qui a disparu parce que non minéral, donc détruit par le temps, eh bien, vous le savez bien sans doute, les plumes, enfin, etc. Et là, c'est une attitude humaine fondamentale. Alors, sélectionner, ramasser, tiens, voilà, et ça. Et donc, on sait que, en tout cas, dans les campements néolithiques, etc., donc il y a des millénaires et des millénaires, on a retrouvé quantité de ces objets. Eh bien, là, ce qui m'intéresse, ça veut dire, alors ils n'étaient pas destinés à devenir des collages ou des assemblages, comme dans les temps de l'avant-garde du XXe siècle, mais les gens les gardaient, les conservaient pour en faire peut-être rien, mais en tout cas, un petit contact avait eu lieu, un petit récit, une petite aventure intellectuelle s'était entamée dans ce type de rapport. Donc ce qu'ils avaient reconnu, ces hommes lointains, qui est ce que nous reconnaissons nous d'ailleurs, nous-mêmes, quand nous ramassons un coquillage qui nous plaît, c'est qu'il y avait eu, pour eux, à un moment donné, dans leur promenade, dans leur errance, dans leur vie quotidienne, un point d'intensité, quelque chose qui était un peu plus ou un peu à côté du reste, un peu plus que le reste et un peu à côté du reste. Donc des points qui se distinguent au sein d'une masse indifférenciée et dont on perçoit, et là ce serait le sens même de ce que Schwitters appelait l'Eigengift, on perçoit obscurément d'ailleurs qu'il s'adresse à nous. Hop, quelque chose nous est adressé, quelque chose qu'on peut caractériser comme un signal, de quoi on ne sait pas, comme un indice, de quoi on ne sait pas vraiment non plus. Il y a un mot savant qui désigne ça, c'est un mot que j'aime à moitié d'ailleurs, je ne sais pas, c'est le mot sémiophore, qui vient de sémio, donc qui est lié à la sémantique, au sens, et puis fort comme sémaphore, hein, la lumière, comme ça, comme des petits signaux qui sur un énorme tableau de bord, comme ça, s'allumerait, comme ça. L'image du tableau de bord où des trucs s'allument, ou moi j'aime bien l'image de l'étang où des bulles éclatent, comme ça. Bon, on voit, ça visualise un petit peu le processus dont je parle.
En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, semble-t-il, dans la masse, comme ça. Alors, quotidiennement, souvent, il y a des journées, c'est des journées où rien ne se passe. Il n'y a même pas une bulle qui éclate. Il n'y a même pas un petit machin qui s'allume. Et puis, brusquement, il y a des jours où, comme ça, il y a une rafale, disons, ou une succession, etc. Hein, et en tout cas, il n'y a pas de loi. Mais quand on dit signal ou indice, c'est intéressant parce que, justement, je vous l'ai dit, on ne sait pas indice de quoi, on ne sait pas ce que ça signale. Donc, on est dans la pureté du sens, au fond, dans le sens, non pas qui va être tout de suite interprété, compris, analysé, etc., mais qu'une production, au fond, tellement immense qu'on ne sait pas trop quoi en faire, sauf qu'on a compris que ça s'adressait à nous. Hein. C'est un peu ça. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que ces indices et ces signaux, donc petits objets prélevés, etc., qui sont, au fond, l'arrière-continent du sentiment esthétique, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? À mon avis, ils esquissent dans l'univers qui nous entoure, donc dans l'univers sensible, ils sont les premiers pas de ce qu'on pourrait appeler une lisibilité. C'est-à-dire que on commence, une espèce de rébus incompréhensible, on commence à faire que l'univers soit un peu plus lisible. Parce qu'en effet, vous le savez bien, l'univers, pour les hommes les plus lointains, comme pour nous d'ailleurs, il est globalement incompréhensible. Et bien entendu qu'aujourd'hui, par rapport à ses ancêtres lointains, on a des tas d'explications scientifiques, on a toute une série de maîtrises techniques qui sont, on le voit malheureusement, à part l'actualité d'aujourd'hui, qui ne sont pas du tout sûres d'elles-mêmes, qui devraient être beaucoup moins sûres d'elles-mêmes qu'elles ne le sont, puisqu'elles ne sont pas absolues, ces maîtrises. Et que si on sait assez bien comment faire des choses, comment fabriquer des choses, comment faire de l'électricité, comment, etc., d'une part, il arrive, comme on le voit, que ça pète, mais surtout, on ne sait pas trop ce qu'on manipule. On peut être le plus grand crack en électricité, et en même temps, il reste l'étrangeté du phénomène demeure. L'étrangeté de l'attraction terrestre demeure. L'étrangeté de tout demeure. On est de plus en plus protégé de cette étrangeté par la quantité de confort et la quantité de choses que l'on manipule, ce qui est assez affolant d'ailleurs, puisqu'on manipule quotidiennement des choses dont on n'a pas la moindre idée de comment elles fonctionnent. Ni ce micro, je ne suis incapable de fabriquer ce micro, je suis incapable, j'ai pas de portable, c'est un rite pour moi de ne pas en avoir, mais disons, on manipule sans même aller à des objets techniques si compliqués, un simple feutre, japonais, un simple feutre, ce sont des objets d'une complexité extraordinaire. On les utilise sans aucun problème, évidemment, puis on ne pense pas à ce qu'ils sont au moment où on les utilise. Donc on est protégé par toute une gangue comme ça, technique, d'habitude et de coutumes. Mais finalement et fondamentalement, si on devrait normalement pouvoir se poser quotidiennement la fameuse question de Leibniz, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, qui est la meilleure question pour être insomniaque le soir. Tous les soirs, on se pose cette question, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, qui est la plus grande question de toute l'histoire de la philosophie, et celle à laquelle, évidemment, personne ne sait répondre. Sauf que, évidemment, ça a été le boulot, on peut dire, le travail des religions, de répondre, ou de croire répondre, plus exact. C'est exactement ça, de donner des réponses qui ont l'air de réponses à cette question. Il y a quelque chose plutôt que rien parce que machin, qu'on appelle Dieu, a voulu que, etc. Et ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est une explication qui a toute sa validité, mais qui n'explique en même temps pas du tout le mystère de l'existence des choses. Et puis en plus de ce mystère de l'existence des choses, donc le mystère de ce qui est, il y a un supplément d'énigme, si on peut dire, là auquel, pareil, on ne pense pas tout le temps, on pense plutôt à cette énigme quand quelqu'un sort du temps, donc par exemple quand l'un de nos proches meurt et qu'on va au cimetière l'accompagner, on pense au temps parce que quelque chose, il y a eu comme un trou dans le temps où quelqu'un est tombé dans ce trou, a disparu du temps. Mais en fait, ce que je veux vous dire à travers cela, c'est que non seulement il y a cette énigme monumentale, mais il y a que ce qui est n'arrête pas de bouger, n'arrête pas de changer, n'arrête pas d'évoluer, n'arrête pas de se perdre, de s'en aller. Et que rien ne tient profondément, ou les choses qui tiennent, si on augmente l'échelle, on sait très bien qu'elles vont, un jour ou l'autre, être happées dans le devenir, disparaître.
Donc on est devant ça, et finalement, je reviens à mes petits cailloux, je reviens à mes petits coquillages. Qu'est-ce qu'on fait quand on en ramasse un? D'une certaine manière, on l'extrait de ce flux dans lequel il est pris. Et la lisibilité, quand on commence à lire, c'est qu'on lit un texte. Et lire un texte, ça veut dire qu'on isole des parties et qu'on les réunit entre elles. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire, et c'est un petit peu ça que l'art va faire de façon, je crois, beaucoup plus ample. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il essaye de retenir, de tenir justement, et c'est pour ça que j'ai été très intéressé tout de suite quand Emmanuel Delapierre m'a proposé de travailler sur ce thème, parce que dans l'idée de tenir, il y avait quelque chose pour moi de fondamental à dire de l'art, de la fonction de l'art en tout cas, quelque chose qui, on va essayer de faire devant cette énigme, d'y lire quelque chose et de faire que la lecture soit comme quand on marque le territoire, comme quand on écrit des repères. Donc si on dit repérer, retenir, marquer, répéter, reproduire, arrêter, fixer, signer, tous ces verbes-là disent quelque chose de ce qu'est au fond la pulsion qu'est l'art. L'art en tant qu'il est une pulsion universelle d'ailleurs. Il n'y a pas de société humaine sans art ou sans une forme que nous, on peut rapporter, nous occidentaux, on peut rapporter à ce que nous appelons l'art. Repérer, repérage, retenir la retenue, marquer, le marquage, répéter, répétition, reproduire, reproduction, arrêter, la fameux arrêt sur image, fixer la fixation, signer la signature. On voit bien que tous ces actes, ce sont des actes magiques au fond. Et peut-être que l'acte artistique le plus ancien, le plus fondamental, le plus fascinant, qui n'était sans doute pas conçu comme de l'art, et évidemment non par ceux qui le faisaient, c'est ce qu'on appelle les mains négatives et les mains positives. Vous savez bien sur les grottes, la main positive, c'est la main enduite de pigments qu'on pose directement sur la paroi, et la main négative, on la pose sur la paroi, et à l'aide d'une pipette, on souffle le pigment liquide, et il écrit, c'est plus fascinant encore, il écrit l'empreinte de la main négativement sur la paroi. Et faire ça, c'est quoi? Ça veut dire déjà, là, la chose qu'on identifie, c'est soi-même. Ça relève de la conscience, de ce qu'on appelle en philosophie la conscience de soi, mais en même temps, par-delà la fonction religieuse et magique qui est très difficile à restituer, parce qu'on ne sait rien de ces hommes-là finalement, on sait très peu de choses, mais on comprend en tout cas un petit peu comme des aveugles sur les parois, ils font ça. Mais ils ne faisaient pas que ça, je vais y venir d'ailleurs un petit peu après, tout de suite d'ailleurs. Ils n'ont pas fait que ça, ils n'ont pas fait que mettre des mains négatives et positives, ils ont aussi peint des choses, et pas n'importe quoi, on va y venir. En tout cas, si vous voulez, ça m'intéresse de voir comment, vous voyez un peu le chemin, à travers Schwitters, artiste du XXe siècle, de voir comment, d'une certaine façon, en étant au maximum de l'avant-garde, il retrouve quelque chose de très archaïque, qui est de ramasser ceci plutôt que cela, et comment dans ce geste archaïque-là, on trouve quelque chose qui est essentiel, qui dit quelque chose d'essentiel, il me semble, sur ce qu'est l'art, en tant qu'il est fondamental, en tant qu'on en a besoin, et il est fondamental et on en a besoin parce que justement, il est une pulsion, comme on parle de la pulsion, avoir faim, ou la pulsion sexuelle, je ne sais encore laquelle. Ça veut dire quoi? C'est compliqué parce qu'en même temps, l'art ne sert à rien, c'est bien connu officiellement. Eh bien, s'il servait véritablement à rien, on se demande bien pourquoi toutes les sociétés ont eu, en plus de leur activité, qui est une activité tout entière tournée vers l'acquisition des biens et la quête de la nourriture, quelque forme que ça prenne les formes très humbles et très limitées des sociétés de chasseurs-cueilleurs, ou que ça prenne les formes ultra sophistiquées des sociétés techniques d'aujourd'hui, c'est toujours ça. Et puis à côté de ça, par-delà ça, il y a un temps qui est quand même accordé justement à quoi? Il est accordé à quoi? Un temps ralenti au fond par rapport à celui de l'activité, un temps qui est comme un bief, il y aurait le grand flux de l'activité, de l'agitation, puis à côté il y a un bief plus méditatif qui est justement celui qui s'occupe de cette énigme dont je vous parlais et qui essaye donc de produire des actes de lecture, des actes de lisibilité, des actes de lecture. Et donc là, c'est là que opère la pulsion artistique, donc pulsion compliquée parce que elle est très tôt, il y a ce qu'on peut collecter, donc ces objets, mais il y a aussi ce qu'on fait qui sort de la collecte. Et donc, il y a ces mains négatives et ces choses-là dont je vous parlais. Donc, un lien à la magie, c'est évident.
Mais aussi, il y a quelque chose qui est plus extraordinaire encore pour nous, c'est que les plus anciens signes artistiques dont nous disposions, ou les plus anciens signes que nous rapportons à l'art dont nous disposions, ils ont maintenant, et pas depuis si longtemps, c'est depuis 20 ans seulement, qu'on a découvert les grottes de Chauvet. Et grâce aux grottes de Chauvet, par rapport à celles de Lascaux ou d'Altamira ou d'autres types de grottes encore, on est remonté de 10 000 ans plus loin. Donc on est à moins 30 000 maintenant. Et ce qui était absolument fascinant, et ce qu'il est toujours, et ce qui est bouleversant, c'est que ce que l'on voit à Chauvet est d'une qualité, enfin pour nous, c'est difficile de parler comme ça, mais d'une qualité esthétique, d'un rendu, si on peut dire, il n'y a même pas d'autre mot, équivalent à ce qui a été fait à Lascaux, même légèrement supérieur à mon goût. Alors, voyez, à mon goût, je l'ai dit. Par exemple, la paroi où il y a les 4 chevaux, les 4 profils de chevaux superposés, elle est d'une qualité qui est extraordinaire. Et la boutade de Picasso, qui n'est pas vraiment une boutade, qu'il a eue quand on a découvert Lascaux, puisque Lascaux, comme vous le savez aussi, est une découverte récente, une découverte qui date de la Seconde Guerre mondiale. Quand Picasso a visité Lascaux, il a dit, mais ce n'était pas une blague, il a dit ça très sérieusement, on n'a pas fait mieux depuis. Hein. Et on peut le dire pour Chauvet. Donc, une espèce d'accomplissement, il y a 30 000 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les hommes à Chauvet, là? C'est très compliqué, on ne peut pas le savoir. Il y a des thèses qui ont circulé, il y a des rêveries théoriques, des rêveries historiques, préhistoriques, évidemment, qu'on peut avoir envers ça, qui sont très liées, évidemment, qui sont très importantes, mais bon, qui ne peuvent être que schématiques, qui sont liées à l'origine du langage, qui sont liées au premier geste, au plus lointain geste, en tout cas, que des humains aient fait. Mais le simple fait qu'il y ait des peintures sur des parois des grottes, ça veut dire qu'on est sûr que ceux qui ont fait ça, pour nous, ce sont des hommes. Hein. Là, c'est prouvé pour nous. C'est-à-dire que, étrangement, à 30 000 ans de distance, c'est la plus lointaine distance qu'on puisse avoir, on a, non pas une familiarité, ça ce serait mentir, mais quelque chose d'un cousinage, d'une communauté s'établit. Après, pourquoi ils peignaient cela? Pourquoi ils ont peint majoritairement des animaux, hein? Quels sont ces animaux? Après, il y a toute la recherche qu'on peut avoir, parce qu'ils ne peignaient pas, ça serait simple s'ils n'avaient peint que des proies. Or, ils n'ont pas peint que des proies, etc. Mais en tout cas, par-delà toutes les explications religieuses hypothétiques qu'on peut avoir, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils ont reproduit le réel. C'est-à-dire que la voie, qui est celle de l'image, elle a été adoptée très tôt par l'humanité, ou du moins par ces gens-là, par ces représentants-là de l'humanité, c'est-à-dire que, ayant vu le monde, ayant vu ce qui les fascinait le plus dans le monde, soit ces animaux, hein, qui étaient perçus comme des ancêtres, des cousins, je ne sais pas, en tout cas des relations avec le monde animal qui ne sont pas du tout celles que nous avons aujourd'hui, en tout cas, ils ont éprouvé le besoin de les peindre dans des lieux où ils ne vivaient pas, ils ne vivaient pas dans des cavernes, hein, ils vivaient, et de mémoire forcément, ils ne faisaient pas descendre des modèles. De mémoire, ils peignaient ces chevaux, ces félins, ces taureaux. C'est extraordinaire. Donc en tout cas, l'acte de la production de l'image, il est, quels qu'en soient les motifs, il est déjà intégral. C'est-à-dire que l'image, elle est déjà la capture de quelque chose de réel qu'on reproduit, elle est déjà là, pleinement opérante. Ça veut dire au fond, le taureau continue de courir, le félin continue de courir, mais l'image, non. L'image, elle est là, d'une certaine façon, pour toujours. Là, c'est notre vision, certainement. Peut-être que ce n'était pas leur désir de faire qu'elle soit là pour toujours. Peut-être que c'était lié à des actions rituelles ou c'était seulement l'instant de la peinture qui correspondait, mais on ne sait pas tout ça. En tout cas, que ce soit les images ou que ce soit tout ce qui a été produit et tout ce qui continue de se produire comme œuvre d'art, hein, les objets sculptés, tout ce qu'on veut, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des produits finis. C'est-à-dire qu'ils ont sauté. Moi, j'aime bien l'image du copeau. Du copeau, hein, quand on rabote, les copeaux sautent. Eh bien, l'art, c'est un petit peu des copeaux qui ont sauté de l'infini du temps. C'est pour ça que, par exemple, toute œuvre d'art est datée. Pour moi, je ne comprends pas comment dater, le fait qu'on dit « ah, c'est daté », ça puisse être une valeur négative. Au contraire, il faut qu'une œuvre soit datée.
bien sûr. Ça veut dire qu'elle a sauté au moment pile où elle devait sauter, c'est-à-dire qu'elle a correspondu à une expérience réelle. Enfin, peu importe, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, voilà, ces œuvres-là sont finies, c'est-à-dire qu'elles se sont glissées hors de l'infini, qu'elles ont sauté hors du temps. Et évidemment, l'image est sans doute la forme la plus fascinante de ce qui saute hors du temps, la forme la plus fascinante de la capture. Et on peut voir que des premières images, des plus lointaines images, donc ces sortes de photographies mentales des bêtes, des animaux sauvages dans les grottes, jusqu'à aujourd'hui la photo numérique, c'est le statut de l'image ne bouge pas. C'est-à-dire, et on voit que ce n'est pas seulement artistique, ce n'est pas seulement esthétique, il y a aussi une dimension, évidemment, j'en dirai un mot tout à l'heure, sentimentale. C'est-à-dire retenir quelque chose de ce qui s'en va, et spécialement, par exemple, retenir les traits de la bien-aimée ou des choses comme ça. En tout cas, et là on y vient, c'est-à-dire que via l'image ou via l'objet, ça tient. Quelque chose est tenu, se tient dans l'espace. Et on voit à quel point c'est important pour l'homme. Et si on regardait les plus lointaines créations de sculpture, des créations plastiques dans l'espace, on verrait à ce moment-là, sans doute, qu'il faudrait développer, dans toutes les civilisations, je pense, enfin, qui en sont venues à ce type d'objet, quelque chose qui a à voir avec la stèle, quelque chose qui a à voir avec le geste de planter dans le sol, quelque chose qui est de l'ordre du repère, quelque chose, alors là vraiment c'est direct, quelque chose qui a à voir avec le repère fixe qu'on pose dans le flux du devenir, et puis qui reste, qui s'adresse peut-être pas au futur, comme aujourd'hui on le croit ou on le pense, mais en tout cas, ça se tient là comme ça dans l'espace, et d'une certaine manière aussi, il y a quelque chose qui serait à développer là pour l'architecture, la naissance de la maison, parce que ça ne s'est pas fait en un jour. C'était un acte extrêmement audacieux que de dresser un mur droit. Dresser un mur droit. C'est pas venu comme ça. Et quand on regarde la genèse de la fabrication du village, la genèse avec la révolution néolithique, la façon dont sont venues les premières maisons, la façon dont sont venus les premiers villages, etc., il y a comme une timidité, un effroi. C'est des formes rondes, des formes qui se cachent, qui se dissimulent. Puis un beau jour, et d'ailleurs dans différentes parties de la Terre, tchac, on monte une paroi et on se met dedans. C'est-à-dire on n'a plus peur d'être vu. On n'est plus dans la logique de la cachette, dans la logique qui est plutôt quand même celle de nos frères animaux, de se dissimuler constamment. Et donc, quelque chose dont... Et là aussi, évidemment, la maison, comme ça, comme espace de la tenue. Avec la résonance, je ne peux pas dire ces mots-là sans penser à ce qui vient de se passer au Japon, où on voit bien à quel point il y a quelque chose d'intolérable, d'insupportable pour nous quand on assiste à la destruction de ce qui devait par excellence tenir, se tenir. Mais on voit que ce n'est pas l'art, ça, mais on est quand même tout près, on est quand même à côté. Et en tout cas, l'art, ça va être justement ce qui va, on pourrait dire, accomplir la finition. Et l'accomplir consciemment, c'est-à-dire dire, voilà, j'extrais du temps quelque chose qui maintenant va s'y tenir. En même temps, parce qu'évidemment, j'extrais du temps quelque chose qui va s'y tenir. C'est exactement ça que l'on fait. Alors, cela dit, pour terminer un peu, donc il y a deux grandes époques, si on peut dire, parce que là on est sur des longueurs de temps extrêmes, mais disons, pendant très longtemps, l'art, il s'est fait comme ça spontanément. C'est-à-dire que c'est la pulsion vers le beau, la pulsion vers choisir ceci, vers retenir cela, qui se faisait comme ça. C'est-à-dire, les hommes, là je vous ai dit, il n'y a pas de société humaine sans art, mais l'art en tant qu'une sphère autonome, avec des lieux qui sont consacrés à la performance artistique, comme ce lieu où nous nous trouvons, etc., ça met un temps énorme à venir. Et il y a un concept qui est très, très utile, très intéressant. C'est un concept mis au point par un historien de l'art autrichien, toujours un terme allemand, il s'appelle le Kunstwollen, c'est-à-dire la volonté d'art. C'est quelque chose qui mérite discussion, qui est souvent discuté par les philosophes, qu'il faut évidemment réapproprier à l'époque, fin du 19e siècle, où c'est apparu, etc. Mais par-delà ces discussions un peu techniques, je pense que Alois Riegel, donc l'inventeur de ce concept, a pointé quelque chose de très juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça apparaît sans doute, a-t-il raison est-il raisonnable plus exactement de le mettre là,
ça apparaît dans l'Antiquité grecque, en tout cas, l'apparition d'une sphère esthétique autonome. C'est-à-dire que on ne produit pas le beau comme ça, comme au bout des doigts, si on peut dire, hein, mais on décide qu'on produit une œuvre, c'est-à-dire un objet dont l'unique fonction, dont l'unique espace de circulation va être celui de la réception artistique, c'est-à-dire il va être destiné à être contemplé, destiné à produire du sens. C'est-à-dire que le sens ne vient pas en plus, le sens n'est pas là gratis, il est là dans l'espace intentionnel d'une création artistique propre. Hein. Et là, c'est très compliqué parce que ça apparaît, mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Et par exemple, on peut dire que ça ne réapparaîtra en Occident en tout cas. Il y a un autre espace de Kurzwollen qui sont les civilisations extrême-orientales. Les Occidentaux ne sont pas les seuls à avoir marché là-dedans. Mais ça disparaît, on peut dire, d'une certaine façon au Moyen-Âge. Ce n'est pas un hasard, par exemple, si les cathédrales qui sont des œuvres d'art incontestables. Ce n'est pas un hasard si on ne sait pas qui les a faites. Elles sont anonymes. Parce que la forme sociale médiévale n'était pas intéressée à avoir une sphère artistique autonome. Parce que, bon, c'est très long, ce serait très long à analyser, mais disons, la tutelle religieuse avait repris le dessus. Et justement, je vais terminer avec ça, c'est l'art qui est l'art tout seul, si on veut dire, l'art qui ne se consacre qu'à la production du sens. C'est un art qui s'est libéré en partie, parce qu'on ne se libère jamais entièrement de cela, qui s'est quand même libéré en partie de ces tutelles. Et les tutelles qui ont guidé et favorisé d'ailleurs dans l'histoire humaine la venue du beau ou le mouvement des hommes vers la beauté sont les tutelles, la tutelle religieuse, c'est sans doute la plus importante. C'est-à-dire les religions, c'était la philosophie, c'était la métaphysique, c'était tout ce qui s'occupait de cette énigme, d'où venons-nous, où allons-nous, que sommes-nous, etc. Les récits religieux, et évidemment que l'art a fonctionné en accompagnement du religieux constamment, avec un relatif écroulement de cela, mais très tardif dans notre civilisation. Et puis, on pourrait dire qu'il y a une tutelle décorative, il y a une tutelle qui est liée au plaisir des formes et des couleurs. Ce serait aussi très long à développer, et ce n'est pas du tout quelque chose de superflu ou de secondaire, mais disons qu'il y a, aussi bien dans le monde sonore que dans le monde visuel, il y a, disons, une pulsion rythmique, on peut dire, qui est un petit peu différente de la pulsion artistique générique dont je vous parlais, mais qui s'y incorpore et en fait partie. Le plaisir de, par exemple, qu'on voit très bien aussi sur des productions très anciennes, et qui est en retour permanent dans l'art, et spécialement d'ailleurs dans l'art moderne et contemporain, je repars, parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'artiste, il a coché une case. Donc ça, pour moi, c'est pas... Peut-être je me trompe, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ou du moins le rapport que j'ai avec la direction de regard qu'il a eue est telle que, pour moi, plus rien ne peut advenir. Voilà. Mais quand je ne comprends pas, des fois je ne comprends pas, et puis basta, mais des fois je ne comprends pas, mais je comprends que quelque chose s'adresse à moi, justement, au sens où je vous en parlais. Pas personnellement, mais justement, il y a eu cet Eigengift-là, il est là. Et devant les œuvres d'Emmanuel Saunier, donc ça sera le dernier exemple, au fond, que je vous donnerai, j'ai éprouvé ça. D'ailleurs, comment j'essaie d'analyser devant quoi je suis. Mais je suis d'abord, c'est idiot à dire, mais je suis devant quelque chose qui existe. Et existe pleinement parce que je ne sais pas à quoi la raccorder. Ce micro existe, je sais immédiatement ce qu'il fait là. Ce verre, d'ailleurs, je sais immédiatement pourquoi il est là. Hein. Mais si j'avais la capacité maintenant de soustraire ce verre à son existence de verre et à son utilité de verre pour moi, j'irais dans une direction qui est celle de Emmanuel Saunier, mais où il va à l'extrémité de ça, avec le même matériau d'ailleurs. Et donc je suis confronté à une existence comme telle, sans rien d'autre. Je suis devant quelque chose. Et même, en plus, je pense que ce n'est pas un hasard, la hauteur de la chose devant laquelle je suis fait que je suis dans un rapport presque de, on pourrait dire, de personne à personne. En tout cas, je remarque que les œuvres d'Emmanuel Saunier, celles que après j'ai été farfouillé avant de vous parler, pour vérifier que je ne dise pas trop de bêtises, mais qu'elles aménagent devant elles un seuil.
toute œuvre le fait, mais là, vraiment, parce qu'on est en tête-à-tête avec elle. On est en tête avec elle, et donc, en tête-à-tête avec elle, et donc, on n'a pas seulement envie de dire qu'est-ce que c'est, mais presque qui est-ce? Qui est là? Hein? Et puis après, on continue à réfléchir, puis on comprend qu'il y a un effet qui est exactement celui dont je vous parlais, cet effet de stèle. Tac! Fiché dans le sol. Sauf que de la stèle, si je puis me permettre ce jeu de mots, l'œuvre a l'air de se ficher complètement parce qu'elle est tellement fragile qu'elle récuse cette dimension de stèle. La stèle, c'est plutôt quelque chose de costaud. C'est lié à la tombe. Il y a quelque chose de la tombe. Il y a même une œuvre qui s'appelle comme ça de lui. Mais en même temps, une tombe en verre, quelque chose de si fragile, donc on voit que ce n'est pas tant l'établissement d'un geste, disons, de puissance, que quelque chose qui se rétracte et qui déclare au monde sa fragilité, qui déclare au monde sa précarité, avec quelque chose de luxueux en même temps. Le verre est toujours comme ça. Le verre est une personne délicate, si on peut dire. Donc c'est compliqué. Et donc, ça me fait penser, les formes après, me font penser par exemple à des bulles. Donc comme je vous disais que l'image est une ombre qui reste, on pourrait dire qu'une œuvre de Saunier, c'est une bulle qui a été captivée, une bulle hantée, on va dire, par quelque chose qui est en elle, de l'encre en l'occurrence, ou quelque chose d'autre. En tout cas, voilà. Mais je suis devant quoi avec tout ça? Quelque chose que je n'arrive pas vraiment à caractériser, que sans doute je ne dois pas véritablement caractériser, devant quelque chose que je dirais qui est presque rien. Mais c'est justement ça qui est important, c'est quelque chose qui s'est soustrait de la masse, quelque chose qui s'est soustrait de l'abondance, quelque chose qui s'est soustrait des quantités phénoménales dans lesquelles nous sommes promenés quotidiennement. C'est incroyable le nombre de choses, d'objets, de visions, d'êtres par lesquels nous sommes bombardés, sans compter ceux que nous avons aussi par les moyens des médias, etc. C'est-à-dire que dans l'espace d'une seule journée, des milliers, des centaines de milliers de signes qu'on ne peut pas tous capter, évidemment, nous sont adressés. Et l'art, ça sera toujours aussi l'art de créer un dispositif tel qu'il n'y ait plus cette abondance, qu'il y ait une rareté, qu'il y ait une raréfaction, qu'il y ait un ralentissement, et que là, avec ça, grâce à cela, une véritable expérience puisse se constituer. Et donc là, c'est l'expérience de ce presque rien qui nous sauve, au fond, de l'engloutissement dans l'abondance. Voilà ce que je crois pouvoir vous dire. Donc on peut discuter. Voilà. En règle générale, quand je fais assez souvent des interventions publiques, c'est assez rare que les mains se lèvent en grand nombre tout de suite. Donc ça doit être lié à la nature de non pas de mes propos, mais de ma manière, disons. Donc ne vous inquiétez pas. Donc j'ai tellement l'habitude de ça que c'est moi qui relance en général. Mais si vous m'aidez, c'est encore mieux quand même. Voilà. Merci mademoiselle. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais parler du musée imaginaire de Malraux, parce qu'en fait, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment, Oui. et je pense que vous pouvez peut-être m'éclairer sur comment vous expliqueriez ce concept et qu'est-ce que vous en pensez personnellement. Parce que je pense que vis-à-vis de la conférence, ça peut rentrer dedans. Ah oui, bien sûr. Mais le musée imaginaire, si vous voulez, ça serait le musée que chacun se constitue, au fond. Donc la collecte que chaque regardeur, c'est le mot que je trouve bien, plutôt que spectateur. Spectateur, c'est trop de choses. Regardeur, c'est celui qui regarde, où il y a le mot que j'aime bien aussi, c'était regardeur, c'est Duchamp qui l'a relancé, mais il y a le mot de regardant. C'était au XVIIe siècle, Poussin notamment, c'est un mot qu'on employait couramment. Celui qui est en train de regarder, c'est un regardant. En tout cas, pour les regardeurs regardants, si vous voulez, au fur et à mesure qu'on a beaucoup flâné, etc., on se constitue en effet un musée imaginaire
c'est-à-dire un musée qui ne correspond pas à telle ou telle collection existante, mais qui est une hyper collection, si on peut dire, justement d'œuvres qu'on a, on pourrait dire, qu'on a sélectionnées. Si on voulait coller complètement, faire un collage entre l'idée de Malraux et le profil de ce que j'ai dit ce soir, à ce moment-là, le musée imaginaire, ce serait la collection, si on peut dire, de pour chacun d'entre nous, de toutes les œuvres pour lesquelles il y a eu avec lesquelles il y a eu cette expérience longue, profonde, réelle dont je vous parlais, donc ce contact. Simplement, le problème du livre de Malraux, et c'est pas la faute de Malraux, mais c'est comme ça, c'est qu'en établissant lui un musée imaginaire, d'une certaine manière, il le sort de sa stricte, d'un caractère strictement individuel, pour d'une certaine manière en faire quelque chose d'exemplaire et donc un petit peu normatif. Et puis disons que Malraux, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les majuscules. Et moi, je ne les aime pas du tout. Voilà, ce serait la différence. J'ai horreur des majuscules. L'art est un... Par exemple, la célèbre phrase de lui, l'art est un antidestin, c'est une phrase pour moi totalement incompréhensible. L'art est une certaine manière d'accomplir sa destinée. C'est tout. Pourquoi ce serait contre le destin, brusquement? Je vois immédiatement des choses terribles pour moi, des espèces de colosses avec des gros biscottos. C'est absolument pas ça. Pour moi, c'est que des délicatesses, quoi. Avec des pincettes, avec des... Voilà. Mais à part ça, l'idée du musée imaginaire, elle est pour l'imagination une idée très bonne. Très très bonne. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus parce que en plus j'ai lu ça il y a très longtemps. Voilà. André Malraux. Mais ça allait loin, parce que par exemple, à Paris, il a joué un très bon rôle. Globalement, si on peut dire. Il a fait ravaler des tas de bâtisses, il a empêché qu'on en démolisse. Mais par exemple, là où j'habite même, il y avait un magnifique théâtre du début du 19e siècle, théâtre de l'ambigu comique, qui structurait tous les boulevards. Les boulevards à l'entrée, près de la place de la République, il y avait ce théâtre. C'est un très beau théâtre néoclassique, lié au boulevard, le boulevard du crime, toute cette histoire de Paris, baudelairien, etc. Et Malraux, il n'a même pas levé le petit doigt pour protéger ce bâtiment de la destruction. Parce que ça ne l'intéressait pas. C'était justement de l'art minuscule. Alors que pour l'Odéon, il l'a ravalé 8 fois. J'ai rien contre le fait de ravaler l'Odéon, mais j'aurais préféré que l'ambigu comique n'ait pas été détruit. C'est un peu ça, je vous dis. Et un peu trop... c'est toujours pareil, c'est aussi, voilà, vous m'indiquez par Malraux la bonne direction, qui est quelque chose que j'ai oublié de dire au fond. C'est, si vous voulez, si on se cantonne à la sculpture, par exemple, c'est toute la question du socle. Quand on est devant une petite statuette comme ça, par exemple, moi j'aime beaucoup les statuettes Tang, de la civilisation chinoise. Elles sont magiques pour moi, elles sont absolument admirables. En fait, c'était des petites statuettes qui avaient une fonction votive. Elles étaient destinées à accompagner les morts, comme ça. Donc, elles sont comme ça, il y a des petites cavalières. Et très souvent, ce sont des statuettes très, très gaies. C'est-à-dire, comme souvent dans certaines civilisations, comme chez les Étrusques, par exemple, on accompagne le mort par on aide les morts à aller dans l'au-delà, sur lequel on ne se prononce pas vraiment, mais on lui donne des scènes de la vie pour qu'il ait de la compagnie, d'une certaine manière. Et donc, ces petites statuettes Tang, ce sont des compagnies pour les morts. Et elles sont, pour cela, gracieuses et charmantes. C'était voulu. Après, nous, on les récupère plus de 1000 ans après, puis on dit, elles sont belles, elles sont jolies. Je n'en ai pas assez, mais à la maison, mais j'en ai vu dans les musées. Et par exemple, c'est très difficile de bien les montrer, parce que, en tout cas, lorsqu'elles sont montrées correctement, elles sont pas déposées, posées, elles posent pas, elles prennent pas la pose. Bon, ça, c'est un type d'œuvre qui n'était peut-être pas des œuvres qui relèvent d'une volonté. Il y avait déjà la volonté artistique en Chine, mais là, c'est un peu à côté, c'est un art plus populaire, etc. Mais si on prend l'art occidental, par exemple, on va avoir des tas de fabrications, puis à un moment, dans ce fameux Kunstwollen, il va y avoir un art qui va
commencer à comme disent les jeunes, à se la péter et à s'y croire véritablement, quoi. Et pour la sculpture, par exemple, ça va être le socle, le socle. Plus on aura un beau socle, plus ça sera clair que les masses comprendront que c'est de l'art et qu'elles doivent fermer leur gueule. Il y a des choses terribles, par exemple pour moi, absolument scandaleux. Je sais qu'il est universellement, enfin pas universellement, qu'il est très admiré, Paul Valéry. Et bon, ce qui est écrit en lettres d'or sur le palais de Chaillot à Paris, c'est pour moi abominable. Abominable. C'est une leçon qui est administrée aux regardeurs. Malraux, il ne va pas si loin, il est beaucoup moins pire. Mais c'est un peu cette direction-là, c'est-à-dire on intime aux regardeurs un comportement, un respect, enfin c'est tout le contraire de ce que je crois que doit être l'expérience de l'art. Et par exemple, je terminerai, on bavarde là, c'est comme ça, par une anecdote qui m'est venue récemment, mais j'ai travaillé un peu, je travaille en ce moment un peu au musée Rodin, et j'ai appris, j'avais beaucoup de résistance à Rodin, justement, je croyais que c'était un socleur, qu'il faisait avec des majuscules, enfin il n'a pas hésité d'ailleurs, mais il a tout un art de la minuscule qui est beaucoup plus intéressant, et en tout cas une de ses œuvres les plus connues, Les Bourgeois de Calais, il a passé sa vie à protester contre la manière dont elle est montrée à Calais, dont elle était montrée à Calais, c'est-à-dire que la municipalité, pour bien faire comprendre que c'était de l'art et que ce soit, elle l'avait monté sur un socle de plus de 2 mètres de haut et entouré le socle le socle rectangulaire était en plus entouré d'une enceinte en fer forgé ronde. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun rapport possible à l'œuvre, on pouvait la voir qu'en contre-plongée. Et il a, dans une lettre, expliqué magnifiquement que, normalement, pour que l'œuvre ait son sens, on devait être avec eux, il devait être à même la place. À même la place. C'est-à-dire presque les pieds pris dedans. Et que le passant, le regardeur, l'habitant de Calais ou le voyageur, il devait avoir avec l'œuvre Bourgeois de Calais un rapport, un peu comme ce que je vous disais avec les statues, les trucs d'Emmanuel Saulnier, c'est-à-dire un rapport de contact. Voilà. Alors, peut-être que ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité des œuvres, etc. Mais c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Et vraiment, si vous voulez, c'est ça. Et je trouve que, Malraux était extrêmement intelligent et il devait peut-être même savoir ça, et je ne sais pas, et je ne l'accuse pas de ça. Mais sa manière de concevoir même la littérature, avec les titres, c'est toujours des titres, ça va, la condition humaine, la voix, comment elle est, royale, tout, c'est toujours grand, quoi. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui finit par m'étouffer. Et dans son musée imaginaire aussi, il y a quelque chose qui m'étouffe. Et ça veut dire aussi l'obligation de faire que chaque œuvre soit, au fond, contre son gré, si les œuvres ont un gré, contre son gré, plaquée de force dans une espèce d'universalité vide, au fond, qui serait un patrimoine. Voilà. Or, les œuvres, je les vois plutôt comme des nomades. Des nomades, parce qu'elles voyagent. Pour moi, le musée imaginaire, c'est plutôt un lieu de rêve, un lieu rêvé et un lieu de rêverie. Il ne faudrait surtout pas qu'il existe. Des musées réels sont déjà bien consistants pour l'imagination. Voilà, à peu près, si je puis... mais c'est très intéressant quand même à lire. Seulement, ça correspond à une période, même de l'histoire culturelle en France, où Malraux, c'est pas un hasard, c'est directement dans cette suite-là qu'il est devenu le premier ministre de la Culture. Et globalement, c'est bien qu'il y ait eu un ministre de la Culture. Pareil qu'il y en a encore un. Alors, je vais me jeter à l'eau parce que j'ai raté le début de votre conférence. Ah ben. Voilà. Donc, ma question, elle ne peut partir que de ce que j'ai pu entendre. Je voulais vous demander pourquoi vous êtes parti de personnalités comme Schwitters, Arp, Lissitzky, c'est-à-dire qui sont, comme vous les décrivez, il y a un compagnonnage. Bon, moi je suis arrivée au cours de la balade sur la plage, oui, de la collecte. Oui. Donc il y a un compagnonnage et on a l'impression qu'en fait ils sont frères dans la collecte
Et puis, dans l'agir ensemble dans la collecte, et vous avez pris des personnes en fait qui partagent des perceptions, et puis vous avez marqué à un moment donné un temps en disant finalement c'est par leurs sentiments qu'ils se différencient et qu'ils ne peuvent pas troquer le caillou visé par Harpe ou le ticket ou le coquillage visé par Schwitters. Et moi je voulais vous interroger sur si vous voulez, sur l'origine, sur cette origine-là. Vous allez puiser dans cette origine-là à un moment donné. Là, vous avez peut-être fait référence à d'autres démarches artistiques dans le cadre de cette exposition Tenir debout, mais vous remontez et vous remontez le cours d'un agir artistique qui se joue, alors c'est pas du tout effectivement la majuscule, mais dans un imaginaire qui est quasiment de l'ordre du pur poétique, du souffle et du pur poétique, de l'infiniment ténu, de l'infiniment petit. Oui. Voilà. Oui. Et je voulais vous demander donc pourquoi vous aviez filé votre conférence à partir d'exemples comme ça qui sont très caractéristiques en fait. Sans doute parce que vous savez là, alors c'est moi justement là, ce sont parce que c'est ces régions-là de l'art à toute époque d'ailleurs qui m'intéressent. Et d'ailleurs vous voyez, pour les Grecs, ça va toujours une petite statuette, ça ne sera jamais la victoire de Samothrace. Pour aujourd'hui, ce sera pas mal Rome, et plutôt. Voilà. Et pour cette époque-là, c'est ces gens-là, et pas forcément Picasso, par exemple. Mais c'est donc, et c'est pas du tout disons, une culture de l'infime, du petit, etc. Moi, je pense que c'est au contraire, ce sont des œuvres qui sont beaucoup plus en contact plus intranquille, plus inquiet comme ça, avec l'immensité des occurrences, des possibilités, qui justement ne se ferment pas tout de suite dans une image d'elle-même. Moi, c'est à toute époque ce type d'œuvre-là qui m'attire ou qui fonctionne pour moi, qui allume en moi les étincelles. Donc je peux raisonner au fond qu'à partir d'elle. Et par exemple, pour juste illustrer la promenade que je racontais là, donc entre Harpe et, on peut presque la dater. On pourrait presque on pourrait presque faire une enquête, parce qu'en fait, justement, des œuvres faites avec des bouts de bois flottés, il y en a plusieurs. Il y en a deux magnifiques, une de Harpe qui s'appelle Le nécessaire de naufrage, et une de Schwitters qui s'appelle La cathédrale. Et c'est une cathédrale haute comme ça, avec une baguette de bois qui part, et le nécessaire de naufrage. Et puis il y en a une autre de Schwitters. Et elles sont toutes les trois datées 1921, donc très probablement venant de cette fameuse promenade que je raconte. Et ce qui est très intéressant, c'est de quand même... Moi, quand j'ai travaillé sur Schwitters, je me suis souvent interrogé par quelle mystérieuse alchimie, quand même. Des petits bouts de bois, des tickets de métro, il y a un collage particulièrement magique qui s'appelle Miss Blanche, je le connais par cœur. Il est fait que de paquets de cigarettes, franchement, je sais pas, il y a quelque chose de mystérieux quand même dans la transsubstantiation du matériau. Hein. Mais au fond, c'est très compliqué parce que officiellement, le collage et l'abstraction sont complètement déconnectés de la tradition occidentale, de représentation, d'imitation. En fait, on voit bien que le collage capture énormément de réalité, comme ça, que c'est comme un rapt fait dans le réel, ou quelque chose qui est attrapé, le fameux venin poison ou Eigengift qui vient du matériau, la façon dont il est mis au contact des autres, parce que ce sont des compositions. C'est assez extraordinaire de voir tout ce qui se passe. Ils sont très petits, les collages. Ça serait déjà un grand collage. Ils sont très petits, les collages de Schwitters, de voir tout ce qui se passe. Une espèce on pourrait dire, de côté symphonique des collages. Donc c'est très, très intriguant. Et justement, voilà, pour revenir à votre question, pour moi, c'est plus intriguant, si on peut dire, une symphonie de 12 cm sur 19
qu'une symphonie de 3 mètres sur 4. Voilà. Ce qui n'empêche absolument pas, par ailleurs, que des choses de très grand format puissent m'intéresser. On voit très bien aujourd'hui dans le travail photographique actuel, de l'art actuel, par exemple, on voit très bien la différence, enfin pour moi, hein, entre des photographes qui jouent le format parce qu'il suffit de faire une photo en très grand pour que ça ait l'air malin, et des photographes qui utilisent le format parce que, au fond, c'est le juste destin de l'image qu'ils ont prise. Par exemple, récemment à Paris, j'ai vu, bon, il est connu et estimé, mais peut-être pas par hasard, Jeff Wall, photographe canadien. Il y avait une photo de lui en noir et blanc qui faisait 4 mètres de long pratiquement, et il y avait justement, elle s'interposait devant le regard avec une force absolument incroyable, du fait de ce qu'elle contenait, mais du fait de sa dimension aussi. Et ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, Emmanuel, elle aurait été parfaite dans votre exposition, parce que je la raconte, cette photo, ça m'intéresse beaucoup à ce qui se fait en photographie aujourd'hui. Et il vit à Vancouver, lui. Et il parle de Vancouver comme d'une ville générique, c'est-à-dire il pense que les tendances de l'époque, parce qu'il est très sensible aux notions de Baudelaire sur la modernité, etc. Et la modernité de l'époque aujourd'hui, il pense qu'on la ressent plus, elle est plus à même les choses dans des villes comme Vancouver, des villes génériques, peut-être ici Lille serait une ville comme ça, je ne sais pas, que dans les capitales historiques, Paris, New York, qui sont elles ont trop d'histoire presque. Alors bien sûr, il n'en fait pas un jugement, mais donc il dit qu'il est sur un bon poste d'observation. Et en tout cas, dans sa ville, comme dans la plupart des villes du monde, il y a des chômeurs. Et il a constaté que des chômeurs, qui pour la plupart sont des ouvriers immigrés, se tiennent le matin à des carrefours, dans une espèce de banlieue universelle, quoi, sans forme particulière. Ils se tiennent à des carrefours qui sont connus des employeurs pour être employés à la journée, hors de tout cadre légal, évidemment. Et lui, ce qu'il a fait, il en a pris je ne sais plus combien ils sont dans l'image, ils sont entre 15 et 20, il a pris une vingtaine de bonshommes comme ça, et il les a payés d'ailleurs, il les a payés à la journée, en leur demandant de refaire la même chose, mais en posant. C'est-à-dire, il savait qu'à partir du moment où il leur demandait, il aurait pu très bien passer et faire le reporter, voyez, passer et faire une photo de reporter. Hop, il prend les gars, et puis voilà, il aurait eu sa photo. Mais lui, toute sa stratégie allait avoir avec une réflexion sur la nature du geste artistique, etc. Il est allé les voir, leur expliquer son projet, et dit voilà, maintenant vous allez faire ce que vous faites tous les jours, vous allez le faire pendant plusieurs jours, mais en plus, comme ça, c'est sympa d'ailleurs, il les payait. Et le résultat, c'est que cette photo a saisi tout de suite le regard. Pourquoi? Parce qu'avant, moi, cette histoire, je l'ai lue après, mais j'ai été saisi sans connaître l'histoire. D'abord, elle est en noir et blanc, alors que la plupart de sa production est en couleur. Donc ça fait un décalage. Mais l'autre décalage, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que ils ne sont pas pris sur le vif. Mais ils ne sont pas non plus en train de jouer. Ce n'est pas non plus des comédiens qu'on a payés pour faire des chômeurs, avoir l'air de chômeurs. C'est des vrais chômeurs qui font semblant d'être eux-mêmes. Et cette espèce de flottement-là produit c'est marrant. Cette espèce de flottement-là produit quelque chose d'extraordinaire qui se voit tout de suite dans l'image. Ça se voit tout de suite dans l'image. Et ça crée donc une sensation pour le regardeur d'attente, de suspens, justement, alors par rapport à ce que je disais sur le temps, il y a une coupe dans le temps que fait cette image qui est beaucoup plus forte que s'il avait simplement passé et fait le reporter avec son... Voilà, c'est un fonctionnement, si vous voulez, par exemple, ça qui m'intéresse. Mais là, le format est très grand parce que, justement, il fallait s'extraire aussi de la photo de document, de la photo de reportage, et d'ailleurs, lui, c'est son travail de devenir tableau de l'acte photographique. Bon. Mais la quantité de choses prélevées, on est quand même dans l'ordre de l'infime. Et cet infime devient extraordinairement retentissant.
Voilà, c'est un exemple, si vous voulez, d'une œuvre. Et pour moi, ça veut dire que quand je citais le 12, j'ai dit ça pour corriger ce que je disais sur 12 cm par 19, c'est pas systématique. Mais pour Schwitters, ça n'aurait pas eu de sens, à l'inverse, de faire des grands collages. Voilà. Il y a aussi savoir dans quel format on travaille, c'est très important, pour tout le monde, pour un écrivain, pour un musicien. Hein. Et par exemple, Beethoven, c'est très magnifique, c'est un assez bon exemple, mais il disait, quelle que soit la nature de l'œuvre que j'aborde, je ne sais plus l'expression exacte, j'entends toujours en moi le grand orchestre. C'est-à-dire, quand il écrit une sonate, j'entends toujours en moi le grand orchestre. C'est ça, c'est pas produire que du grand orchestre, c'est toujours entendre le grand orchestre, même quand on balaye avec une plume. Ça, je trouve ça la bonne chose. Voilà pour répondre un peu à ce que vous m'avez demandé. Enfin, j'espère. Oui ? Je voulais revenir sur une phrase que vous avez dit à propos du goût et du caprice du goût, de l'outrecuidance de celui qui n'y connaît rien. Et en fait, je me demandais si vous pensiez s'il n'y a que les spécialistes qui peuvent déterminer ce qui est là. Ils sont encore plus outrecuidants, souvent. Non, vous n'avez pas écouté tout, parce que... Non, c'est assez désagréable, en effet, que des gens pour qui l'art ne compte pas du tout, au fond, on peut voir ça, se permettent de dire « c'est pas de l'art ». Ça, c'est très révoltant, quoi. Et vraiment, maintenant, ça va, mais ça, c'est quelque chose qui est comme ça. Si vous voulez, personne devant un paysan qui cultive son champ va dire, vous comprenez, il y a quand même une outrecuidance là de la bonne conscience, voilà, et de la culture, hein, qui peut être représentée à des très hauts niveaux politiques, etc. Hein. C'est pas du tout antipopulaire ce que je vous dis. Et il y a une autre forme d'outrecuidance qui est celle de ceux qui croient connaître, des spécialistes qui ont fonctionné toute leur vie dans l'espace d'un timbre-poste intellectuel et qui vont passer leur temps à balayer autour de ce timbre pour qu'on ne puisse pas le coller à leur place ou y entrer. Ça, c'est terrifiant aussi. Mais d'ailleurs, si vous vous souvenez, je n'opposais pas du tout le spécialiste à la personne outrecuidante et ignorante, c'était l'artiste que j'opposais à la personne outrecuidante. Là, je me souviens, j'ai dit l'artiste qui a travaillé pendant 25 ans à se donner du mal à faire quelque chose de nouveau et qui va produire une œuvre. Voilà. C'est ça que j'opposais. Mais justement, moi, je pense que ce qui m'énerve, c'est quand on passe au jugement, si vous voulez. Parce qu'au fond, quelqu'un qui n'y connaît rien, peut avoir, justement, c'est ça qui est assez formidable, peut avoir un rapport vraiment fondamental avec une œuvre. Peut-être il ne saura pas le traduire en mots, peut-être je ne sais pas, mais ça peut être très, très, très violent, très fort. Je ne crois jamais les gens qui disent, souvent d'ailleurs ce sont des intellectuels, des écrivains, « Ah, cette œuvre a changé ma vie ». Je crois que c'est une manière de parler un peu chanteur de variété, quoi. Ça a changé, oui, d'accord. Ça a changé Il y a des très bons chanteurs. Mais une œuvre ne change pas la vie, mais elle peut changer quelque chose. Elle peut créer une césure, comme on dit. On a une interruption assez longue quand même, qui va faire que la pensée qui va recommencer après, elle va intégrer des éléments de sens que cette œuvre a diffusé, distribué, oui. Ouais, je pense que ça, c'est vrai. Et je pense que ça peut arriver, ça qui est formidable, ça peut arriver à n'importe qui. Ça, j'en suis persuadé. Et
c'est très frappant. Et notamment, ça se voit tout le temps, au théâtre par exemple, quand on amène des classes d'adolescents. Souvent les spectateurs adultes disent oh là là, ça va être la catastrophe. Et en fait, pas toujours, c'est pas automatique, mais il arrive que justement là, non seulement ils se taisent, mais on entend même le silence qui se creuse. Bizarrement, ils voient que ça leur parle, quoi. Je pense à ça parce que ça m'est arrivé hier. J'étais à regarder un spectacle de Marivaux, et il y avait des ados, comme on dit. Et je faisais partie, moi-même, je connais bien l'endroit, donc je ne redoutais pas trop la présence de ces adolescentes, mais j'étais à nouveau quand même épaté, quoi, par le fait que comprenais. Et à un moment, j'ai été très ému parce que j'ai compris, et vraiment, vous ne croyez pas que je suis dingo et idéaliste et que je crois que tout baigne dans l'idylle, surtout, c'était en banlieue parisienne, hein, donc surtout, je suis bien conscient à quel point on est loin de l'idylle là, mais à un moment, j'ai quand même vu que ça passait par la langue. La langue. Donc en fait, vous êtes d'accord pour dire que personne n'est apte plus qu'une autre personne à définir ce que je ne dirais pas ça non plus. Imaginez que j'ai travaillé 20 ans sur Rembrandt. Peut-être que quand même je serais un peu plus apte que quelqu'un qui n'a jamais... Vous comprenez? C'est pas... Mais simplement, je vais être apte à l'intérieur d'une chose qui s'appelle l'histoire de l'art. Peut-être que je ne capterai pas aussi bien l'essence du tableau que ce monsieur qui arrive de on ne sait pas où et qui paf, tombe devant. Voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de ne pas hiérarchiser, vous voyez. C'est-à-dire il peut y avoir une énorme compétence d'un historien d'art. Ce serait quand même injuste de dire que quelqu'un qui a travaillé 25 ans sur Rembrandt, finalement, c'est un nul. Non, bien sûr qu'il ne va pas être nul sur Rembrandt, bien sûr qu'il va savoir des choses et que ce qu'il va dire, ce qu'il va écrire, même si très peu de gens le lisent, c'est très utile que ça soit fait, très utile que ça se sache, très utile que ça soit établi. Et puis, mais en même temps, c'est pas une position de suprématie. Ça donne même pas un droit d'une certaine manière. Et quelqu'un qui déboule comme ça, voilà, il va peut-être rien voir, mais peut-être il va voir quelque chose. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, ça, je crois. Voilà. On est tellement mal éduqué par cette histoire de hiérarchie. Un spécialiste, il n'a pas une posture de suprématie pour moi. Il fait un bon travail, ou pas, mais voilà, et son travail est à considérer comme un bon travail. Mais l'œuvre se soustrait de toute manière. Et plus l'œuvre est riche, d'ailleurs, plus elle résiste à tout ce qu'on peut dire d'elle, à tout, etc. Une œuvre qui est épuisée par le discours qu'on tient sur elle, elle n'a pas d'avenir. Elle retombe dans les oubliettes. C'est extraordinaire d'ailleurs de voir comment des œuvres très anciennes ou même archi connues, au fond, sont comme des sortes de piles qui se rechargent éternellement, ou du moins pendant très longtemps. Oui. Est-ce que justement pour écarter cette question de l'aptitude au jugement, on pourrait avancer que la rencontre avec une œuvre d'art est finalement suspendue, plus encore qu'à une forme de disponibilité, d'accueil, de capacité de réception, à l'acceptation d'une énigme, d'une part d'énigme absolument irréductible, que ce soit en l'œuvre ou en l'autre, mais qu'on est dans cette acceptation-là. Et est-ce que finalement on ne touche pas du doigt un peu une forme de... Je ne sais pas si c'est un paradoxe, je ne sais pas comment il faudrait le caractériser, mais l'idée que l'œuvre tient effectivement parce qu'elle est, comme vous le disiez, un peu sortie du flux du temps, qu'elle s'y tient, elle. Et en même temps, c'est d'ailleurs, je me souviens, ce qui gênait Jean-Luc Nancy lorsque je lui ai fait la même proposition qu'à vous, lui considérait que non, on ne peut pas considérer qu'une œuvre tient, surtout pas, parce qu'elle est toujours dans une ouverture, parce qu'elle est finie, certes, mais elle n'est pas refermée sur elle-même, qu'elle ne propose pas un discours clos, achevé, et qu'elle est, voilà, cette pile qui se recharge tout le temps.
Est-ce Mais, que... à mon avis, c'est juste, excusez-moi, c'est justement, c'est si elle tient qu'elle est une pile. Ça. Oui. Donc les deux sont liés, la tenue Ouais. et puis cet accueil qu'elle laisse toujours grand ouvert possible et qui fait qu'elle doit être acceptée, vécue, reçue comme une énigme. Oui, comme une énigme, mais surtout comme comme quelque chose qui justement reste ouvert à des protocoles d'expérience qui étaient même totalement inconnus, au fond, à l'époque où elle a été produite. Parce que la plupart des œuvres qu'on voit dans les musées n'étaient pas du tout faites pour atterrir là. Ça change qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'idée de faire des œuvres pour des musées n'a pas pu exister auparavant. Elles avaient d'autres destinées, d'autres destinations. Aujourd'hui, c'est là qu'on les voit. Et donc, déjà, c'est intéressant parce que la plupart de ce qu'on voit au musée est là un peu, pas par hasard, mais c'est un terminal. C'est une phase terminale pour les œuvres, d'une certaine manière. Mais cette phase terminale, d'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres, on voit bien, peintures comme ça, des portraits un peu nunuches, etc. Ils sont en phase terminale, vraiment. Rien ne se passe. Brusquement, on passe devant un portrait, et puis tac, on s'arrête parce que quoi? Parce que la personne portraiturée, donc la peinture, évidemment, on n'est pas dans la magie là, la peinture nous oblige à nous arrêter, s'adresse à nous. Alors ça peut aller de presque rien. Il peut y avoir un relais anecdotique. Justement, à Bruxelles, l'autre jour, il y a les fameux tableaux, comment il s'appelle, le peintre, où il y a des paysages anthropomorphiques. Non, c'est un peintre de là-bas. Ah, c'est pas les paysages. Non, parce que Artibolo, ce sont pas des paysages, ce sont des portraits faits avec des fragments de réel. Là, ce sont comme une île, un lac, et puis hop, quand on regarde attentivement, ça fait un visage oublié. Excusez-moi, je suis pas un spécialiste. Bon. Et en tout cas, c'était marrant, il y avait un groupe de jeunes, d'ados, etc. Ils passaient à toute allure, puis il y en a un qui dit alors, oh putain, t'as vu, il y a un gars là, en montrant le petit tableautin. Et alors, ils se sont tous rappliqués, et brusquement, ils étaient plutôt là pour rigoler, au fond, comme souvent, hein. Et chose qu'on peut comprendre aussi. Et brusquement, ça s'est mis à les intéresser. Qu'il y a un type, alors ils ne réfléchissent pas, qu'il y a 400 ans, bon, ils ne savent pas dans quelle procédure de fabrique artistique ça prend place. Mais en tout cas, ils sont pas restés 2 secondes, ils sont restés plus, ils sont tiens, puis ils ont regardé l'autre, ils ont vu qu'il y en avait 2, des comme ça. Et puis voilà, c'est un petit début. C'est un petit début. Et je pense que devant ça, aucune posture de mépris n'est acceptable. Voilà ce que je veux. Ça, je le pense vraiment. Et que même dans ça, il y a quelque chose à apprendre. Après, évidemment, c'est qu'est-ce que vous me demandiez? Je ne sais plus. Des fois, c'est étrange, parce que, par exemple, récemment, j'ai lu un texte très beau, vraiment, d'un philosophe qu'il y avait longtemps que je n'avais pas lu, qui s'appelle Jean-François Lyotard. Et on m'a donné un livre très, très beau, où il parle de Sam Francis. Et Sam Francis, là, ce dont je vais vous parler, c'est justement le mystère de ces liens qui s'établissent entre quelqu'un et quelque chose. Alors là, bon, d'accord, c'est un super intellectuel, un philosophe, et puis un peintre très connu. Donc on n'est pas dans le cas de figure du petit garçon de Bruxelles qui voit un tableau en passant. Mais c'est pas à l'opposé, c'est ailleurs. Voilà, c'est ailleurs. Et bien là, moi, ce qui me frappe à l'inverse, c'est que j'ai trouvé magnifique ce texte, et en même temps, moi, je ne comprends pas l'origine. Je ne comprends pas les tableaux de Sam Francis. Je ne les trouve pas admirables. Quelque chose en eux ne m'intéresse pas. L'allumage n'a pas lieu. Après, j'arrive à reconstituer très bien comment il a pu avoir lieu pour ce monsieur-là, dont j'ai lu d'autres livres. Mais je reste un petit peu épaté par tiens, alors là,
c'est bizarre. Voilà. Et ça arrive très souvent qu'avec un ami très proche, ou la femme avec qui on vit, par exemple, il s'enthousiasme. On ne voit pas le plan. Et puis justement, on voit très bien comment l'art aussi, c'est intéressant aussi à cet égard, c'est-à-dire, au fond, c'est pour ça que c'est pas une question de goût, parce que si c'était seulement une question de goût, on s'engueulerait pas. Mais en même temps, l'espace d'interprétation dans lequel tout cela a lieu devrait faire que normalement, ou fait que normalement, il peut y avoir des luttes, des oppositions d'une école à l'autre, d'une tendance à l'autre, etc. Mais dans l'ensemble, personne ne peut détenir. La vérité en art, évidemment qu'elle existe, mais elle n'est pas détenue. Elle est comme une espèce de nuée d'insectes qui circulent partout. Et au lieu de la penser de manière statique, il faut la penser de manière dynamique, comme se posant ici et là. Et puis, on la chope ou pas. Voilà, c'est très difficile de sortir surtout avec la tradition qu'on a, c'est-à-dire on a une tradition où on a pensé à la Renaissance, qu'on sortait du Moyen-Âge, de la barbarie, puis après qu'on devenait classique et que c'était bon, puis après même dans la modernité, dans la façon dont la modernité a rejeté l'art qui la précédait, il y avait aussi une espèce d'aveuglement qui a été nécessaire, moi je le pense, mais en même temps, bon voilà. Et aujourd'hui, ce que je pense, peut-être que c'est une position d'automne, une position automnale, une position de fatigue, je sais pas. Moi je ne la vis pas comme ça, je ne la vois pas comme ça. Je pense qu'on peut véritablement traverser des époques, prendre quelque chose d'un temps, prendre quelque chose de l'autre. Après, comme je le disais à madame, il y a des modes de faire auxquels tel ou tel va résister, ou au contraire. Mais je pense qu'on peut les... Voilà. C'est pour ça que, en tout cas pour moi, il n'y a pas de limite dans le temps aux choses de l'art, ni dans l'espace d'ailleurs. Voilà, et par exemple, en musique, où j'y connais rien, je suis pas, en plus, je ne sais pas dessiner, mais je vois comment on fait, quoi. Tandis que musique, je ne vois même pas comment on fait. Eh bien, je me rends compte en tout cas que dès que j'écoute, j'ai pas beaucoup de temps pour en écouter, mais dès que j'écoute des musiques lointaines, par exemple, une musique que j'aime bien, que c'est musique de cour javanaise, ça s'appelle Tembang Sunda, ou des choses comme ça, je me rends compte que j'essaye de réfléchir un petit peu, à ce moment-là, sur la musique, le musical, et que justement, le fait de sortir de ma tradition, de la tradition culturelle dans laquelle je suis, disons, assouplit quand même ma réflexion sur le sonore, qui est vraiment comme ça, hein. Mais, disons, grâce à... Elle prend un petit peu plus d'épaisseur, un petit peu plus dès que je sors de ça. Ce qui ne veut absolument pas dire que j'apprécie pas tel ou tel. Vous comprenez? Je crois que c'est... on est dans un âge en plus, avec les moyens qu'on a, on appuie sur une touche, on peut avoir... là, la statuette dont je vous parle, Tang, j'appuie sur la touche, je l'ai, enfin, sur un écran. Et puis j'ai tout ce dont je vous ai parlé, je peux appuyer. C'est quand même assez invraisemblable. Et donc, je crois qu'il faut en profiter. Alors là, il y aurait un développement du musée imaginaire comme ça. Le musée imaginaire, je ne pense pas du tout que l'informatique aille contre lui, au contraire. Ouais, elle balance tout. On peut avoir la pornographie, on peut avoir des choses épouvantables, mais on peut avoir ça aussi, les œuvres de l'art, évidemment sous des formes de reproductibilité qui sont très éloignées de la substance, mais ça, c'est la base de tout envoi. Ben, oui, moi aussi. Au revoir et merci.